Et puis, on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Tout le monde voit bien ce que je projette à l'écran? Oui, Oui? D'accord. Très bien. OK. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur ces lois de Descartes, cette optique géométrique et ces lois de Descartes. On verra, et puis on va voir des applications de ces lois de Descartes. Et puis on verra si on a le temps de commencer la suite, notamment sur tous les systèmes de lentilles, enfin les systèmes optiques qu'on doit voir après. Une information pour vous que j'ai déjà donnée au groupe de ce matin. La semaine prochaine, donc, le cours a été reporté. J'ai dû le reporter parce que ça venait en conflit avec des travaux pratiques que je dois encadrer. Donc ce cours-là est reporté à dans 3 semaines. Et je suis en train de voir pour la semaine suivante où le même problème risque de se poser, si je devrais reporter cet autre cours aussi. Donc voilà, je souhaitais vous prévenir de ça. Bonjour. Je souhaitais vous prévenir que voilà, qu'il risquait d'y avoir. En tout cas, on ne se verra pas la semaine prochaine et peut-être pas avant 3 semaines du coup. Je vous confirmerai tout ça par mail, bien sûr. Ok. Alors, cet après-midi, donc, on va reprendre ces lois de Descartes où on les avait laissées. C'est-à-dire qu'on était arrivé donc à l'énoncé de cette troisième loi de Descartes qu'on appelle la loi de la réfraction. Donc, je vous resitue le problème. Il s'agit ici donc de regarder qu'est-ce qui va se passer pour un rayon qui arrive avec un angle d'incidence I1 sur une interface entre deux milieux, d'indice N1 et N2, et notamment de voir quel va être cet angle de réfraction ici, car si on a un indice N1 un N2 qui est différent de l'indice N1, eh bien à ce moment-là, la direction de propagation du faisceau va changer à l'interface. En fait, alors la relation à laquelle on va arriver, hein, on peut déjà l'énoncer, c'est une relation que vous connaissez certainement, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à cette relation-là à partir de notions relativement simples de géométrie, notamment, puisqu'on est dans le cadre de l'optique géométrique, donc forcément que la géométrie va intervenir. Alors, comment se situe le problème? En fait, j'ai essayé de vous imager ça avec ces deux bonhommes. En fait, il s'agit du problème du maître nageur qui est sur la plage et puis qui veut aller chercher quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau. Alors, bien sûr, il ne va pas aller à la même vitesse sur la plage, où là, il peut courir librement, que dans l'eau, où là, il va nager, hein. Donc, sa vitesse va être bien sûr plus importante ici, sur la plage, que dans l'eau. Et donc, la question qui va se poser, c'est donc, il veut arriver le plus vite possible, hein, pour essayer de sauver ce noyé, enfin, cette personne qui est en train de se noyer. Et donc, il va se poser la question de savoir quel va être le chemin le plus rapide, donc celui qui va lui prendre le moins de temps, pour aller du point A sur lequel il est, sur la plage, jusqu'au point B où se trouve la personne qui est en train de se noyer dans l'eau. Donc, tout le problème peut se poser comme ça. Il s'agit en fait d'une optimisation d'un parcours, non pas en fonction de la distance, mais en fonction du temps. Ok, alors on va essayer de poser ça en termes du coup un petit peu plus mathématiques. Et de quoi a-t-on besoin? Alors, donc j'ai refait un diagramme ici. Alors, je vais peut-être prendre un stylo, ce sera plus facile pour vous montrer les choses. Ok, il s'agit d'aller donc d'un point A qui se situe dans le milieu 1 qui a un indice N1 à un point B qui se situe dans le milieu 2 avec un indice N2. Donc ces points A et B sont fixés, hein. C'est typiquement là où se trouve le maître nageur sur la plage, le point A, là où se trouve la personne en train de se noyer, le point B. Et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut justement aller le plus rapidement possible
du point A au point B en passant par un point O ici qui se trouve à l'interface entre le milieu d'indice N1 et le milieu d'indice N2. Donc vous l'aurez compris, A et B sont fixés. Alors, je vais appeler H ici le point projeté de A sur l'interface. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, on a un angle droit. Et ce point H, il va être fixe aussi. Hein. Si A il est fixe, H, qui est le projeté de A, est fixe aussi. Et ce qui est fixe aussi, c'est Y, ce que j'appelle Y, qui est justement en fait la distance ici de A jusqu'à l'interface. Autrement dit, la distance qui séparerait notre maître nageur de l'eau. OK. Alors maintenant, je vais définir la même chose pour le point B, c'est-à-dire que je vais prendre le projeté de ce point B sur l'interface, et donc là, j'arrive à un point que j'appelle H'. Ce point H', il est fixe aussi. Hein. C'est en fait la distance à laquelle se trouve la personne en train de se noyer du rivage, de l'entrée dans l'eau. Donc cette distance-là, je l'appelle Y'. Et donc, vous voyez qu'ici, ce qui est fixé aussi, c'est la distance entre H et H'. OK? Je l'appelle petit h. OK, donc qu'est-ce qui peut varier finalement? J'ai l'impression de vous dire que tout est fixe dans ce problème-là. Alors non, il y a quand même quelque chose qui va varier. Ce qui va varier, c'est justement la position du point O. C'est-à-dire à savoir à quelle position ici sur la droite HA', je vais mettre mon point O. Par quel point je vais passer ici pour rentrer dans l'eau? Est-ce que ça va être celui-là, comme je l'ai indiqué ici? Est-ce que ça ne serait pas un autre qui serait plus près de H ici, ou au contraire un autre qui serait plus éloigné de H ici? D'accord? Donc c'est ça qui varie en fait. C'est la position de ce point O. On va chercher à optimiser cette position de manière à aller le plus rapidement possible de A à B. Alors, bon, comme c'est une variable, je vais appeler ça X. D'accord? La position entre H, donc qui est à la verticale de A, et ce point O par lequel on doit passer pour rentrer dans l'eau. OK. Alors, comment se pose le problème du coup? Alors, on peut déjà remarquer quelque chose, c'est que ici, on parle en termes d'indice du milieu, mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la vitesse à laquelle on va. Donc, on a la relation entre l'indice et la vitesse. L'indice d'un milieu, donc par exemple ici le milieu N1, c'est le rapport entre la vitesse de propagation dans le vide, que j'appelle C, et la vitesse dans le milieu, donc dans le milieu 1, que j'appelle V1. Ou autrement dit, la vitesse dans le milieu 1, c'est rien d'autre que le rapport entre la vitesse dans le vide divisé par l'indice du milieu. OK. Donc ça, c'est la relation entre l'indice d'un milieu et la vitesse à laquelle on peut se propager dans ce milieu. Et puis ensuite, donc ici, j'ai N2. C'est la même chose, la vitesse de propagation dans le vide divisée par la vitesse CC. Oui, vous pouvez l'appeler. Alors, célérité et vitesse, c'est la même chose en fait. Donc, effectivement, on met C pour célérité. Mais célérité et vitesse, ça veut dire la même chose. Hein. Simplement, C ici, c'est la vitesse ou la célérité, si vous préférez, dans le vide, quand il n'y a pas de matière. Alors que V, où je mets un petit indice, c'est quand on n'est pas dans le vide et qu'on est, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou dans un autre milieu, dans un autre milieu que le vide. OK, donc du coup, vous voyez que la vitesse V2, c'est pareil, on peut l'exprimer comme le rapport entre la célérité dans le vide, ou la vitesse dans le vide, C, divisé par l'indice du milieu. Pour l'instant, on ne calcule rien. Pour l'instant, je vais vous expliquer ce qu'on va calculer. Pour l'instant, je pose juste ce qu'on sait de la relation entre ce qu'on appelle l'indice du milieu et la vitesse à laquelle on va dans ce milieu, à laquelle on peut se propager. Alors, en fait, ce n'est pas nous. Normalement, c'est les ondes, à laquelle les ondes peuvent se propager dans le milieu. Alors, effectivement, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on veut calculer. Qu'est-ce qu'on va chercher à optimiser? Je vous l'ai déjà dit, en fait,
Ce qu'on va chercher à optimiser, c'est le temps. Hein. On cherche la lumière, qui est une onde, va chercher à aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B. Donc, ce qu'on va chercher à optimiser, ça va être le temps de parcours pour aller de A à B. Donc, pour optimiser le temps de parcours, il va déjà falloir que j'exprime ce temps de parcours. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, j'ai deux parcours. Hein. Je vais le couper en deux, parce que j'ai deux milieux dans lesquels je ne vais pas à la même vitesse. Donc, je vais prendre un temps de parcours dans le milieu 1. Donc, ça, c'est pour aller de A à O. Je vais mettre un certain temps. Donc, par exemple, si je cours, d'accord, si je reprends l'exemple du maître nageur tout à l'heure, ça serait le temps pendant lequel je vais courir pour aller de A à O, jusqu'à l'eau. Et puis après, une fois que je rentre dans l'eau, là, je ne vais plus à la même vitesse, je vais devoir nager. Donc, je vais prendre un autre temps de parcours qui va être le temps pendant lequel je dois nager, c'est-à-dire le temps pour aller de O à B dans le milieu 2. Est-ce qu'il est possible que dans un certain milieu, une particule voyage plus vite que la lumière dans ce milieu? Non, ce n'est pas possible. La transmission d'informations, en fait, on peut le dire comme ça, la transmission d'informations, donc qui va se faire forcément à travers une onde, ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Hein, c'est une limite physique, en fait. La physique est basée, toutes les théories physiques sont basées sur une limite de vitesse de propagation qui est justement cette vitesse de la lumière. Hein, on ne peut pas aller plus vite que ça. OK. Alors, j'y viens. J'y viens. Donc, pourquoi T1 égale OA sur V1? Je l'ai dit, hein, donc T1, c'est le temps pour aller de A à O. D'accord? Donc, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Autrement dit, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, le temps pour aller de A à O, c'est la distance à O divisée par la vitesse à laquelle je vais de A à O. D'accord? Donc, T1, qui est le temps pour aller de A à O, c'est AO, la distance, divisée par la vitesse V1. De même, pour aller de O à B, combien de temps je vais mettre? Je vais mettre... D'accord. Je vais mettre un temps qui est la distance OB divisée par la vitesse à laquelle je peux aller dans le milieu B, dans le milieu 2. Donc, c'est OB divisé par V2, puisque dans le milieu 2, je vais à la vitesse V2. Donc, au final, vous voyez que le temps de parcours, en fait, je peux l'exprimer en fonction de la distance et de la vitesse. C'est la distance AO à la vitesse V1, donc AO divisé par V1, plus la distance OB divisé par V2. AO divisé par V2. OK. Alors, pour l'instant, vous voyez que je n'ai pas fait rentrer pour l'instant la variable dont je vous ai parlé. Hein, la variable, c'est X. Alors, comment je vais faire rentrer X dans ce problème? Du coup, la manière de faire rentrer X dans ce problème, c'est d'exprimer ici la distance AO en fonction de X, et puis ensuite la distance OB en fonction de X. Donc, c'est ça que je peux faire. Comment je vais exprimer ça? Alors, avant d'exprimer ça, vous l'avez compris, donc la variable, c'est X. Donc, ce qu'on va chercher, comme on cherche à optimiser le temps pour aller de A à B en passant par O, en fait, on va faire une optimisation par rapport à cette variable X. Et qu'est-ce qu'on cherche à optimiser? Le temps. OK, donc ce qu'on va chercher, c'est un extrémum, c'est-à-dire le temps le plus court, hein, c'est un extrémum de la fonction t, donc le temps, par rapport à la variable x, qui est ici donc la distance de O à h. OK? Ça, c'est
pour n'importe quelle fonction, en fait, si vous voulez trouver un extrémum d'une fonction, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dériver cette fonction et regarder quand est-ce qu'elle s'annule. On ne va pas parler d'effet de Cherenkov, Nathan. On pourra parler de ça si vous voulez, mais non, c'est pas la vitesse qui va plus vite que la lumière. Enfin, il n'y a pas de particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, je reprends sur ce problème d'optimisation du temps par rapport à cette vitesse x, par rapport à cette position x, pardon. Donc, ce qu'on va chercher, c'est à quel x, par exemple, on va avoir un temps qui va être minimum. Donc, je vais calculer la dérivée du temps par rapport à x. Autrement dit, je regarde comment varie le temps par rapport à x. Et donc, je vais regarder quand est-ce que ça va être minimum. OK, donc je vais reprendre l'expression de t. Je vous rappelle, t, c'est t1 plus t2. Donc, si je cherche la dérivée de t par rapport à x, en fait, c'est la dérivée de t1 par rapport à x plus la dérivée de t2 par rapport à x. Et puis ensuite, je vais reprendre les expressions ici de t1 et t2. Dans ces expressions de t1 et t2, je vois que intervient AO. Donc AO, ça dépend de x, bien sûr. C'est la distance du point A au point O. Ça va dépendre de où se trouve le point O. Mais par contre, V1, lui, il ne dépend pas de x. C'est la vitesse dans le milieu 1. Cette vitesse, elle est constante dans le milieu 1. Donc, je vais pouvoir le sortir de la dérivée, la vitesse. Donc, je vais avoir un facteur 1 sur V1. Et puis ensuite, donc, je vais chercher à dériver AO par rapport à x. Et puis, pareil pour le temps T2. Le temps T2, on a dit que c'était OB divisé par V2. V2, ça ne varie pas. Dans le milieu 2, c'est constant. Donc, je peux le sortir. Ce qui va varier, c'est la distance OB par rapport à x. Alors, je répète, quand vous avez une fonction f de t. Alors, je n'aurais pas dû prendre t. Je vais prendre f de z. Voilà. Je cherche quand est-ce que cette fonction f de z est minimale. Comment je vais trouver ça? Comment je vais trouver le minimum de la fonction? Eh bien, je vais calculer la dérivée f' de z et je vais regarder quand est-ce que cette dérivée est égale à 0. Ici, c'est exactement ce qu'on fait. On a une fonction t, donc le temps, qui va dépendre de x. Donc, on cherche quand est-ce que ce t de x est minimum. Et donc, ce qu'on calcule, eh bien, c'est la dérivée de t, la dérivée de t par rapport à x. Donc, je l'écris sous cette forme-là, mais je pourrais l'écrire t' de x, si vous êtes peut-être habitué à cette notation. Donc, je cherche la dérivée de t par rapport à x pour trouver son extrémum. OK. OK, alors, très bien, maintenant j'ai exprimé donc du coup ça en termes de dérivée de AO par rapport à x et en termes de dérivée de OB par rapport à x, mais pour pouvoir calculer ces dérivées, eh bien, il va falloir que j'exprime AO et OB en fonction de x. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais été un petit peu vite dans mon explication, mais on en revient à ça. Alors, comment est-ce qu'on va exprimer AO par rapport à x? Il suffit de faire un petit peu de trigonométrie. OK, AO, c'est cette distance-là, de A à O. Vous voyez qu'ici, on a un triangle rectangle. Le triangle AHO, il est rectangle en H. Autrement dit, AO, vous voyez que c'est l'hypoténuse
de ce triangle rectangle. Donc, je vais juste écrire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AO au carré, ça va être la hauteur ici que j'ai appelée Y, qui est fixe, je vous rappelle. Donc, ça va être Y carré plus X carré. Autrement dit, AO, c'est racine carrée de x2 plus y2. Donc, il suffit que j'écrive ça. Hein. AO, c'est racine carrée de x2 plus y2. Hein. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est tout ce que j'ai écrit. OK, donc vous voyez que dans cette expression de AO, j'ai ici une dépendance en x2 même. Alors, c'est en racine de x2 plus y2, mais y2, je vous rappelle, c'est une constante. Ça ne varie pas. Hein. D'accord? OK, donc ici, vous voyez que j'ai une fonction AO qui dépend de x. La forme de cette fonction, c'est une fonction qui est de la forme racine de u. D'accord? Si j'ai u, si je pose u égale x2 plus une certaine constante, je vais la noter c, c c'est égal à y2 en fait. Alors, qu'est-ce que c'est la dérivée de racine de u? Quelqu'un peut me donner la dérivée de racine de u? Bon, en fait, c'est 2x. Non, ce n'est pas 2x. La dérivée de racine de u, ce n'est pas 2x. 2u sur u carré. Non, ce n'est pas ça non plus. 1 demi. Alors, 1 sur 2 racine de u. Alors, c'est presque ça. C'est u' sur 2 racine de u. Exactement. Hein, il ne faut pas oublier que c'est une fonction composée, en fait. Donc, il ne faut pas oublier de dériver la fonction. Donc, u' sur... Alors, en fait, moi, je l'écris plutôt 1 demi. Hein, parce que u, racine de u, c'est u puissance 1 demi, en fait. Et sur racine de u. OK, donc c'est ça qu'on écrit ici. U'. Alors, si u égale x2, u', c'est simplement égal à 2x. Hein, parce que ici, j'ai une constante en plus, mais comme je dérive par rapport à x, c'est une constante, ça fait 0. Donc ici, vous voyez que je vais obtenir 1 demi de u', donc 2x, divisé par racine de u, donc racine de x2 plus y2. OK, vous voyez que les deux ici vont pouvoir se simplifier. Et donc finalement, il me reste cette fonction-là, x sur racine de x2 plus y2. OK, donc vous voyez que maintenant, là, ça y est, j'ai ma dérivée de OA par rapport à x. OK, maintenant, il faut que je calcule la dérivée de OB par rapport à x. Alors, vous voyez OB, hein, on a le même problème. En fait, on a ici un triangle rectangle, OBH'. Donc, on va avoir pareil. Hein, ici, on a de nouveau l'hypoténuse, c'est OB. Donc, on va avoir le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, les deux autres côtés, ici, on a Y' qui va être au carré. Et puis, ici, on doit avoir OH' qui va être au carré. Alors, OH', il est égal à quoi en fonction de x? C'est cette distance-là. Comme la distance de H à H', j'ai appelé ça petit h, cette distance-là, c'est petit h moins x, hein, cette distance-là. Donc, en fait, j'ai h moins x. OK, donc du coup, si j'exprime OB en fonction de x, je vais trouver OB, ça va être racine carrée de h moins x au carré plus y' au carré. Donc, c'est ça que j'écris. OB, c'est racine carrée de h moins x au carré plus y' au carré. OK, maintenant, il va falloir que je dérive cette fonction-là. Alors, vous voyez que ça a
la même forme que tout à l'heure, hein. C'est une forme racine de U. Alors, simplement, la différence ici, vous voyez, c'est qu'on n'a pas x2, mais on a h moins x2. H moins x, le tout au carré. Alors, on va rien voir, là, si j'écris ça comme ça. D'accord? En fait, on n'a pas x2, on a h moins x au carré. Bon, il n'y a que ça qui change, hein, finalement. Donc, c'est h moins x au carré. Alors, du coup, quand je vais dériver h moins x au carré par rapport à x, donc u', donc ça ne va pas être 2x, parce qu'il y a un moins, en fait, ici. H, c'est une constante, donc on ne va pas s'en occuper. Mais donc, on va devoir tenir compte du moins qui est là. Donc, en fait, ça fait moins 2x. Hein, la dérivée de h moins x au carré, c'est moins 2x. Ok, mais sinon, c'est la même chose qu'ici. Hein, ça va être 1 demi de u' sur racine de u. Ok, donc bah, j'écris ça, en fait. Donc, 1 demi de u'. Alors, attention, oui, non, c'est pas h moins, pardon. C'est moins 2 de h moins x. Hein. J'étais un peu vite là. C'est moins 2 de h moins x. Ici, quand je dérive h moins x au carré, je vais trouver moins 2 de h moins x. Donc ici, j'ai moins 2 de h moins x. Et puis en bas, bah, j'ai racine carrée de h moins x au carré plus y' au carré. Ok, de nouveau ici, les deux vont se simplifier. Et donc finalement, je trouve moins h moins x sur racine de h moins x au carré plus y' carré. Ok, donc ben, je suis presque au bout. J'ai réussi à calculer mes deux dérivées là. D'accord? Pour voir quand est-ce qu'elles s'annulaient. Enfin, quand est-ce que la somme multipliée par 1 sur v s'annule. Alors, là, je vais utiliser encore une autre propriété maintenant. Je vous rappelle que ce à quoi on veut arriver à la fin, quand même, c'est quelque chose qui est fonction des angles d'incidence, donc de I1, et des angles de réfraction, c'est-à-dire de I2. Ok, alors vous voyez que I1, donc, c'est l'angle entre le faisceau qui arrive ici, c'est-à-dire la distance OA. Pourquoi on prend H pour calculer OB? Ben parce que OB ici, d'accord, c'est le carré de OB, qui est l'hypoténuse de ce triangle-là, c'est Y' carré plus OH' au carré. Et OH', si je veux l'exprimer en fonction de x, eh bien c'est petit h moins x. Ok, ok, alors maintenant, je vais essayer d'exprimer ça en fonction des angles. Alors, vous voyez qu'ici, donc, j'ai l'angle I, donc c'est l'angle que fait O à O avec la verticale. Alors, pourquoi mettons un moins devant le 2 dans la dérivée de OB? Ben, à cause de cette dérivée-là. Ici, vous avez U qui est égal à H moins X au carré. Quand vous dérivez H moins X au carré, ben, ça vous fait 2 fois la dérivée de H moins X, c'est-à-dire moins 1, fois H moins X. Donc, moins 2 fois H moins X. C'est de là que vient le moins. OK? À partir de là. OK, alors... OK, H, c'est cette longueur-là. C'est la distance entre H et H'. OK? Petit h. Ça, c'est fixe. Nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est OB, c'est cette distance-là. Cette distance-là, c'est OH' ici, au carré, enfin, racine carrée de OH' au carré, plus OB, enfin, plus H'B au carré.
Et quand je calcule OH', donc qui est cette distance-là, eh bien, c'est la distance entre H et H', moins la distance entre H et O. Donc OH', c'est H moins X. OK? Alors, cet angle qu'on appelle l'angle d'incidence, donc c'est l'angle entre OA et la verticale ici par rapport au plan, qu'on appelle la normale à la surface. C'est en fait la droite perpendiculaire au plan. Donc c'est cet angle-là, I1. Alors, si vous regardez, en fait, l'angle I1, on le retrouve ici. Hein, c'est le même qu'on a ici. D'accord? Si on l'a ici, comme ici on a un triangle rectangle, ben on va le retrouver là. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le sinus de cet angle-là? Ben, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ok, le sinus de l'angle I1, si I1 c'est cet angle-là, eh ben, c'est le côté opposé, c'est-à-dire ben, ce côté opposé en fait c'est X, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est AO, c'est-à-dire AO, hein, c'est racine de X2 plus Y2. Donc du coup, ce que je trouve, c'est que ben, en fait, X divisé par racine de X2 plus Y2, ben, c'est justement cette quantité-là. Ça, c'est la même chose que sinus I1, en fait. OK. Alors maintenant, si on regarde pour I2, donc I2, c'est cet angle-là, hein, c'est l'angle entre OB et la verticale ici, par rapport au plan. Donc c'est cet angle de réfraction I2. Alors si vous regardez, cet angle I2, s'il est là, ben, je le retrouve en fait ici. Hein, c'est le même angle ici, puisqu'on a un triangle rectangle de nouveau. Ok, alors bah, de nouveau, le sinus de l'angle I2, c'est le côté opposé. Donc le côté opposé, bah, cette fois-ci, c'est OH', c'est-à-dire H moins X, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OB. Autrement dit, vous voyez que eh bien, c'est au signe près, hein, c'est cette quantité-là. C'est-à-dire H moins X divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire racine de H moins X au carré plus Y' au carré. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ici, on a dérivé OA par rapport à X, on a trouvé une certaine quantité, et bien cette quantité, c'est justement le sinus de l'angle I1. Et puis ici, on a dérivé OB par rapport à X, on a trouvé une certaine quantité, et cette quantité, eh bien, c'est en fait moins, si je prends le moins qui est ici, hein, je n'oublie pas, le sinus de l'angle I2. Donc en fait, j'ai juste ça à écrire. Hein. Je vais réécrire cette expression-là, mais cette fois-ci en fonction des sinus. D'accord? Donc, ce que je dis, c'est que le sinus de I1, bah, ce n'est rien d'autre que la dérivée de OA par rapport à X, et que le sinus de I2, eh bien, c'est moins la dérivée de OB par rapport à X. Donc, du coup, cette équation-là, je vais pouvoir la réécrire en fonction des sinus. Donc, j'ai, alors, D sur dt, pardon, dt sur dx, c'est 1 sur V1 fois DAO sur dx, ça, je sais que c'est sinus I1, plus 1 sur V2, DOB sur dx, et ça, je sais que c'est moins sinus I2. Donc finalement, ce que j'ai ici, hein, c'est 1 sur V1 sinus I1 moins 1 sur V2 sinus I2. C'est ça qui doit être égal à 0. Mais 1 sur V1, bah, en fait, je peux le déterminer ici. Alors, je l'ai mis dans ce sens-là, mais je pourrais l'écrire 1 sur V1. Bah, en fait, c'est juste l'inverse de ça. Hein. Donc, c'est N1 sur C. Donc, en fait, 1 sur V1, je peux le remplacer par N1 sur C. Et puis, 1 sur V2, bah, c'est la même chose. Je peux le remplacer par N2 sur C. Donc, du coup, bah, ici, ça me fait N1 sur C sinus I1 moins N2 sur C sinus I2 qui doit être égal à 0.
Hein, c'est Donc ça, ça. vous pouvez descendre un peu, s'il vous plaît, on voit que la moitié. Pardon? Vous pouvez descendre un peu l'écran. Descendre un peu l'écran? Non. Ah. J'ai pas de. Pour moi, c'est en plein écran, en fait, sur mon. Ah, parce que moi, c'est coupé, mais c'est peut-être que moi. Ah. J'ai pas compris pourquoi on remplace par n sur c. Bah, simplement parce que cette fois-ci, donc le 1 sur V1 qui apparaît ici en bas, là, en fait, nous, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est plutôt quelque chose en fonction de l'indice. Donc, on va remplacer ici le 1 sur V1 par sa valeur en fonction de l'indice. Ça me fait N1 sur C pour V1, pour 1 sur V1. Et pour 1 sur V2, c'est N2 sur C. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, on a fini, en fait. Parce qu'il suffit que je multiplie tout par C, là, et les C vont se simplifier. Et vous voyez que j'obtiens la relation N1 sinus I1 moins N2 sinus I2 égale à 0. Donc, c'est bien ce que je cherchais. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Exactement, c'est la démonstration de la troisième loi. Ouais. Voilà, avec juste quelques considérations géométriques. Vous voyez qu'on peut démontrer cette loi relativement simplement. Non, je ne vais pas vous demander de savoir faire ça par cœur. Juste de comprendre en fait comment on le fait. Voilà, avoir compris la démarche qui est finalement quoi? Ben, simplement d'optimiser le temps par rapport à la variable d'espace qui est la position ici de O sur l'interface. Ok, mais bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué. Hein. Il suffit de savoir un peu dériver des fonctions et puis ensuite exprimer les sinus en fonction de l'hypoténuse et du côté opposé. C'est de la trigo relativement simple. Ok, bon, en tout cas, on va rester donc avec ça, par contre, il faut la savoir. Hein. En fait, il y a trois lois à savoir finalement dans ce chapitre. La première loi de Descartes qui nous dit que le faisceau incident, le faisceau réfléchi et le faisceau réfracté sont les trois dans un même plan. D'accord? Ça, c'est la première loi, que les trois faisceaux, incident, réfléchi et réfracté, sont dans un même plan. Ensuite, il y a la deuxième loi qui nous dit que, eh bien, quand on a un faisceau incident qui arrive avec un certain angle d'incidence, on va avoir un faisceau réfléchi qui a un angle de réflexion toujours égal en valeur absolue à l'angle d'incidence et opposé. Ok, donc l'angle de réflexion est égal à moins l'angle d'incidence. Et puis enfin, cette troisième loi qui nous dit donc que le faisceau réfracté à travers l'interface est relié au faisceau incident à travers la relation N1 sinus I1, si I1 est l'angle d'incidence, égale N2 sinus I2, si I2 est l'angle de réfraction. D'accord? Avec ça, on fait toute l'optique géométrique, en fait, hein, avec juste ces trois lois-là. Alors, à partir de là, on va regarder un petit peu les implications. Qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu? Quelques exemples de ce qu'on peut tirer de ces lois. Ok, alors la première chose qui est une des applications majeures, hein, c'est ce qu'on appelle la loi de la réflexion totale. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça et essayer pareil de faire des choses relativement simples en termes de démonstration pour voilà, pas que ce soit trop rébarbatif. Alors, on part simplement de la loi de la réfraction. Hein, on vient de la voir, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et puis, on va même simplifier cette loi de la réfraction. On va dire que si on a des petits angles,
c'est-à-dire si on arrive avec une incidence ici qui est proche de la normale, hein, avec un petit angle I1, eh bien à ce moment-là, I2 va être aussi petit, et je vais pouvoir faire l'approximation suivante pour un angle petit. Eh bien, le sinus de l'angle, il est à peu près égal à l'angle. Alors attention, dans cette approximation-là, il faut que l'angle il soit en radian. Mais je vous laisserai vérifier avec votre calculatrice. Exprimez un angle en radian. Donc prenez un angle qui est relativement petit, hein, on va dire inférieur à 15 degrés. Exprimez-le en radian. Et ensuite, prenez le sinus. Et vous allez vous apercevoir que la valeur que vous trouvez, eh bien, c'est quasiment la valeur de l'angle en radian. Hein, ça marche à peu près jusqu'à 15 degrés, 15-20 degrés. Au-delà, ça devient plus valide. OK. Mais donc, du coup, mettons-nous dans cette approximation-là et regardons que devient cette expression de la loi de la réfraction. Bah, du coup, je vais pouvoir remplacer ici sinus I2 par I2 et ici sinus I1 par I1. Donc, du coup, ça va me faire N2I2 égale N1I1. Bon, bah, ça, c'est super simple, en fait, comme loi. Hein. Alors, je peux un petit peu l'inverser. Par exemple, je peux exprimer I2 en fonction de I1. Donc, du coup, I2, ça devient simplement N1 sur N2, I1. OK, alors du coup, ben, je peux avoir deux cas, en fait. Hein, il n'y a pas plus. J'ai deux indices. Avec deux milieux, j'ai deux indices. Soit l'indice du premier milieu est inférieur à l'indice du deuxième milieu, soit c'est l'inverse. L'indice du premier milieu est supérieur à l'indice du deuxième milieu. Donc, je vais avoir deux cas qui vont se présenter à moi. Alors, on va prendre le cas 1 d'abord. Alors, dans le cas 1, donc, on a l'indice du premier milieu qui est inférieur à l'indice du deuxième milieu. Bon, bah, ça, c'est un cas typique. Par exemple, vous avez un rayon qui est dans l'air et qui passe dans l'eau. D'accord? L'indice de l'eau est plus grand que l'indice de l'air. Du coup, on passe d'un indice plus petit à un indice plus grand. OK, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, si on inverse cette expression-là, enfin plutôt on va diviser par N2, donc on a N1 sur N2 qui est inférieur à 1. Hein? Si N1 est inférieur à N2, N1 sur N2 est inférieur à 1. Et puis ensuite, je vais repartir de cette expression-là, puis je vais multiplier par I1 des deux côtés. Donc ici, j'ai N1 fois I1 sur N2. Ah bah, N1 fois I1 sur N2, c'est I2. Donc en fait, de ce côté-là, j'ai I2 qui est inférieur à I1 fois 1, c'est-à-dire I1. OK, donc ce que je trouve, vous voyez, c'est simplement que I2 est inférieur à I1. OK, donc ça veut dire que si l'indice 1 du milieu 1 est inférieur à l'indice du milieu 2, l'angle de réfraction, I2, est inférieur à l'angle d'incidence, I1. Vous voyez que c'est inversé, en fait, entre les indices et les angles. Alors, on peut regarder ça sur un dessin, par exemple. Hein, c'est le premier cas qu'on a ici. On a l'indice 1 est inférieur à l'indice 2. Donc, j'ai mon faisceau qui arrive ici avec un certain angle I1. Il arrive sur l'interface. Alors, je vais prolonger le faisceau pour continuer à donner sa direction ici, dans le milieu 2. Et ce que je dis, c'est que I2 doit être inférieur. Donc, vous voyez qu'il faut que je trace un rayon ici, I2, avec un angle I2 qui est inférieur à I1. Si I1, il est ici, hein, I1, on le retrouve aussi ici. Hein. D'accord? C'est le même angle. OK, donc qu'est-ce que je peux exprimer ça de la manière suivante? À la traversée du dioptre, hein, comme mon faisceau il arrive sur le dioptre, si l'indice du milieu 1 est inférieur à l'indice du milieu 2, mon faisceau, la direction de mon faisceau, elle va se rapprocher de la normale. OK, c'est bien ce que je vois là. Hein, vous voyez que le faisceau, la direction du faisceau 2, bah, c'est plus proche de la normale que le faisceau 1.
OK. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, imaginons que je prenne un angle I1 plus grand. Ben, j'aurai toujours que le faisceau 2, il aura un angle I2 plus petit que I1. I1, il est toujours là. OK? Donc, quel que soit l'angle sous lequel arrive I1, j'aurai toujours un faisceau I2 qui va être transmis dans le milieu 2. Au pire, je vais avoir un faisceau I1 qui va arriver avec un angle de 90 degrés, d'accord, qui va arriver rasant comme ça. Eh bien, j'aurai toujours un faisceau I2 qui va être transmis ici dans l'interface, à travers l'interface. OK? Donc ça, c'est dans le cas N1 inférieur à N2. Alors maintenant, on va regarder dans l'autre cas. Si N1 est supérieur à N2, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je réécris la même chose. Je remets ça sous la forme N1 sur N2. Donc cette fois-ci, N1 sur N2 est supérieur à 1. OK. Puis je refais la même opération. Je multiplie par I1 de chaque côté. Donc là, de nouveau, j'ai N1 I1 sur N2. Je sais que ça, c'est I2. Mais cette fois-ci, et du côté droit, j'ai une fois I1. C'est toujours I1. Donc finalement, ce que j'ai ici, c'est que cette fois-ci, I2 devient supérieur à I1. Hein, c'est inversé par rapport au cas précédent. Si l'indice du milieu 1 est supérieur à l'indice du milieu 2, à ce moment-là, I2 est supérieur à I1. Alors, si je regarde ça sur un petit schéma, qu'est-ce que ça me donne? Donc, cette fois-ci, j'ai I1, bon, ben, il arrive toujours dans cette direction-là. Mais cette fois-ci, j'ai N1 qui est supérieur à N2. Alors, du coup, eh bien, mon faisceau I2, enfin, qui ressort avec un angle I2, il doit avoir un angle I2 qui est supérieur à I1. Alors, I1, on le retrouve ici, hein, parce que j'ai prolongé en pointillé ici. Donc, I1, on le retrouve ici. Donc, vous voyez qu'on a bien ici, sur ce schéma, I2 qui est supérieur à I1. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fois-ci, vous voyez que le faisceau, il s'écarte de la normale. Il a un angle plus grand par rapport à la normale. Okay, donc, dans ce cas-là, quand N1 est supérieur à N2, à la traversée du dioptre, de la surface, eh bien, le faisceau s'écarte de la normale. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer si j'augmente I1 dans ce cas-là? Si j'augmente I1, vous voyez que I2 il va se rapprocher de plus en plus d'un angle de 90 degrés jusqu'à un moment où I1 est tel que I2 est égal à 90 degrés, à pi sur 2. Mais si je continue à faire augmenter I1, I2 il ne peut plus augmenter. Il ne peut pas augmenter plus que 90 degrés. Donc du coup, j'arrive à un angle limite ici, pour lequel je n'ai plus de faisceau 2 qui est transmis à travers l'interface. C'est ce cas-là qu'on appelle la réflexion totale. Alors, on appelle ça la réflexion totale parce que dans chacun des cas, ici, je ne l'ai pas indiqué, mais dans chacun des cas, on a bien sûr un faisceau qui est réfléchi ici. D'accord? Dans ce cas-là, on a un faisceau réfléchi. 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 Donc, on a toujours un faisceau réfléchi. Mais dans le dernier cas ici, eh bien, on n'a plus qu'un faisceau réfléchi. On n'a plus de faisceau transmis à travers l'interface. Donc ça, c'est un cas tout à fait particulier. OK, ce que je viens de vous raconter, donc vous voyez que je me suis mis dans une approximation où j'avais des angles petits, mais en fait, on pourrait remplacer tout aussi bien par un sinus ici. Comme le sinus est croissant, entre 0 et 1, ça fonctionne de la même manière. On a une fonction croissante. Au lieu d'être linéaire en angle, elle varie comme le sinus. Et donc, ces approximations, ces relations-là restent valables. C'est-à-dire que vous aurez toujours, si N1 est inférieur à N2, I2 est inférieur à I1. Et si N1 est supérieur à N2, I2 est supérieur à I1.
Et donc, du coup, vous voyez que dans le cas où N1 est supérieur à N2, eh bien, il y a un moment où on va avoir un angle limite pour lequel on n'a plus de faisceau transmis dans le milieu 2. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Ok, alors on peut le regarder comme ça. Donc, du coup, bah, on applique juste ça. Et vous allez voir que on peut en tirer des choses. Alors, donc on se place dans le cas où le milieu 2 est moins réfringent. Alors, moins réfringent, ça veut dire que l'indice, c'est la même chose que de dire que l'indice est inférieur à. Ok, donc ça veut dire que si le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1, l'indice du milieu 2 est inférieur à l'indice du milieu 1. Hein, c'est une autre manière de le dire. Ok, donc ça veut dire que N1 est supérieur à N2. Hein, l'indice du milieu 1 est supérieur à l'indice du milieu 2. L'indice du milieu 2 est inférieur à l'indice du milieu 1. Et bien dans ce cas-là, donc on vient de le voir, il va exister un angle qu'on appelle l'angle critique, au-delà duquel le faisceau ne passe plus dans le milieu 2. Il ne va subsister donc que la réflexion, que le faisceau réfléchit. Ok, quand on est à I1 supérieur à cet angle, alors c'est supérieur ou égal, on va dire, à cet angle critique, eh bien on dit qu'on a une réflexion totale. Hein, réflexion totale parce qu'il n'y a plus rien de transmis dans le milieu 2. Ok, donc ici je le reprends, hein, c'est les mêmes schémas que précédemment. Hein, donc vous avez le faisceau 1, alors cette fois-ci il arrive par en bas, attention. Le faisceau 1 arrive par en bas. Vous voyez que l'angle I2 ici est plus grand que l'angle I1. Et puis si j'augmente l'angle I1 ici, eh bien, je vais arriver à un moment où je vais arriver à un angle I1 tel que ça devient critique. L'angle I2, il devient égal à pi sur 2. Et puis ensuite, j'ai beau continuer à augmenter, je n'ai plus de faisceau transmis à travers l'interface. Je n'ai plus de faisceau réfracté. Je n'ai plus qu'une réflexion totale sur l'interface. Ok, alors quel est cet angle? En fait, on peut déterminer cet angle critique simplement en regardant la relation. Alors, ce qu'on sait, c'est que I2, il est toujours inférieur à pi sur 2. Au pire, il va être égal, quoi. Hein, au pire, il est égal à pi sur 2, parce que simplement, le sinus de I2, il doit être inférieur à 1. Au pire, il est égal à 1 quand I2 est égal à pi sur 2. Ok, alors du coup, comme le sinus de I2, c'est N1 sinus I1 sur N2, du coup, ça veut dire que N1 sinus I1 sur N2, ça doit être inférieur ou égal à 1. Au pire, c'est égal à 1. Autrement dit, au pire, le sinus de I1, eh bien, ça va être égal à N2 sur N1. Et donc, cet angle critique pour lequel I1, pour lequel I2 devient égal à pi sur 2, eh bien, il suffit d'inverser cette relation. Cet angle critique, c'est l'arc sinus, donc la fonction inverse de sinus, de N2 sur N1. Autrement dit, si on connaît les indices des deux milieux, eh bien, on va être capable de calculer à partir de quel angle on n'a plus de faisceau transmis à travers l'interface. Ça va? C'est clair? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Ça, vous allez voir que ça a été beaucoup utilisé. C'est même grâce à cette réflexion totale que l'on peut communiquer aujourd'hui, que je peux faire ce cours à distance. Si ça n'existait pas, on ne pourrait pas faire ça. Simplement parce que vous allez voir que cette réflexion totale, elle est utilisée notamment
dans ce qu'on appelle la fibre optique, et que c'est grâce à la fibre optique qu'aujourd'hui que Internet peut passer partout dans le monde. Ok, alors quelques exemples de ces angles critiques, des valeurs, on va mettre un petit peu des valeurs là-dessus. Donc par exemple, si vous passez de l'eau à l'air, d'accord? Imaginez qu'ici vous avez de l'eau, pardon, dans le milieu 1, et vous avez de l'air dans le milieu 2. Vous n'avez pas compris la relation avec la fibre optique. J'y reviens juste après, en fait. OK? Et vous allez voir que le principe de la fibre optique, c'est celui-là, quoi. Ça correspond à cet angle, l'utilisation, finalement, de cette propriété de l'angle critique. OK. Ici, donc, si je passe de l'eau à l'air, eh bien, je peux calculer à partir de quel angle, ici, eh bien, je ne vais plus avoir de faisceau transmis à l'extérieur. Enfin, dans le milieu, dans l'air, en fait. C'est-à-dire que ici, à partir d'un certain angle, mon faisceau, eh bien, il ne ressort plus de l'eau. Imaginez que vous ayez une cuve, vous arrivez à éclairer par en dessous la cuve, donc à travers l'eau, la surface de l'eau, eh bien, il y a un certain angle par rapport à la normale où, au bout d'un certain angle, vous n'avez plus de faisceau qui sort dans l'air. Cet angle, on peut le calculer. Il suffit de prendre l'indice de l'eau, c'est à peu près 1,3 ou 1,33. L'indice de l'air, c'est à peu près 1. Et donc, si vous faites 1 sur 1,33, vous allez trouver 0,75. Et si vous prenez l'arc sinus de 0,75, eh bien, vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre de 50 degrés, 49 exactement. Donc, ça veut dire qu'ici, au-delà de 49 degrés, de 50 degrés, si vous avez un angle plus grand, eh bien, vous n'avez plus de faisceau qui sort dans l'air. Alors, je vais vous donner un truc si vous voulez amuser vos copains. Vous allez prendre une bouteille d'eau, une bouteille en plastique. OK? Vous avez tout ça. Vous remplissez d'eau la bouteille en plastique. Alors, il va falloir vous munir d'un petit laser. Bon, c'est assez commun aujourd'hui. Trouver des petits lasers. Et puis, dans cette bouteille d'eau, vous allez percer ici un trou. Hop là, j'étais un peu trop violent sur le perçage de ma bouteille. OK, je perce un petit trou ici. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Une partie de l'eau va s'échapper par là. D'accord? Ça va me faire une petite fontaine comme ça. Et à ce moment-là, je prends mon laser et je vais éclairer de ce côté-là, à travers l'eau et à travers le trou ici. Et en fait, ce qui va se passer, donc, c'est en bougeant l'orientation du laser ici, il y a un moment où votre faisceau laser, eh bien, il va arriver ici avec l'angle critique et du coup, il va se réfléchir à l'intérieur de la cascade. Et donc, vous allez voir que vous allez avoir toute votre cascade ici qui va être éclairée par votre faisceau laser, quasiment sans perte de luminosité. Donc, vous avez une belle cascade éclairée. C'est une belle expérience à faire si vous voulez amuser vos amis. OK, un autre exemple d'application de ce phénomène de réflexion totale, c'est si vous prenez du diamant. Donc, je vous avais parlé un petit peu déjà de l'indice du diamant. L'indice du diamant, c'est un des indices les plus élevés qu'on connaisse. C'est 2,4, un petit peu plus que 2,4. Si vous calculez l'angle critique, qui correspond à l'interface entre le diamant et l'air, donc il faut faire 1 divisé par 2,42, ça vous fait à peu près 0,4. Et vous prenez arc sinus de 0,4 et vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 25 degrés. 24 degrés exactement. Eh bien, en fait, pourquoi est-ce qu'on taille les diamants? Et on les taille avec un angle particulier, qui est justement cet angle de 24 degrés, de manière à ce que quand la lumière rentre à l'intérieur, eh bien, il y a une partie de cette lumière qui se retrouve piégée à l'intérieur
parce qu'elle subit une réflexion totale et elle ne ressort plus. C'est ça qui fait scintiller les diamants. Hein. On taille les diamants avec des faces qui ont un angle particulier, de manière à ce que justement la lumière reste piégée à l'intérieur et fasse scintiller les diamants. Voilà, donc ça c'est une des applications, on va dire plutôt esthétiques, de ce phénomène de réflexion totale. Alors, on en vient maintenant à une application plus pratique qui a vraiment, je pense, révolutionné le monde moderne, c'est justement la fibre optique. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure, donc qu'est-ce que c'est qu'une fibre optique? Alors, une fibre optique, donc c'est, vous voyez le dessin qu'il y a ici, c'est constitué de deux éléments principaux. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le cœur. Donc, c'est ce que vous avez à l'intérieur de la fibre. C'était au départ un tube en silice qui était étiré de manière très fine. Vous avez ici donc les tailles de cœur caractéristiques des fibres optiques. C'est de quelques microns, quelques dizaines de microns. C'est tout petit. Ça a un certain indice qu'on appelle NC, qui est l'indice du cœur de la fibre. Ok, ce cœur de fibre, alors qui est aujourd'hui plutôt dans des matières composites, il est entouré de ce qu'on appelle une gaine. Cette gaine, donc vous voyez qu'elle a un diamètre plus important, elle entoure la fibre, le cœur. La caractéristique particulière, c'est qu'elle a un indice, Ng, et que en fait, cet indice de la gaine est inférieur à l'indice du cœur. Ok, donc on est capable de produire des matériaux avec des indices très précis. Et donc, si vous faites comme ça un montage dans lequel vous avez au centre un cœur avec un indice NC qui a un indice supérieur à la gaine qui a un indice Ng, eh bien, quand vous allez faire rentrer un faisceau lumineux ici à l'intérieur, eh bien, il va y avoir un certain cône, un certain domaine d'angle pour lequel le faisceau lumineux va arriver ici sur l'interface entre le cœur et la gaine avec un angle critique. Du coup, s'il arrive ici avec un angle critique, il va avoir une réflexion totale. Et si ici, il a une première réflexion totale, eh bien, comme l'angle de réflexion, c'est égal à l'angle d'incidence, il va se réfléchir avec le même angle, et du coup, il va arriver ici, à la deuxième réflexion, avec de nouveau le même angle. Et il va de nouveau subir une réflexion totale. Et donc, il va pouvoir comme ça se propager à l'intérieur de la fibre en faisant que des réflexions totales, c'est-à-dire sans perte de faisceau dans la gaine. Autrement dit, vous pouvez conduire comme ça des faisceaux lumineux sur des très grandes distances. Eh bien, c'est ça qui est utilisé pour pouvoir transporter les communications à très grande distance, notamment pour l'Internet. On utilise donc des lasers en entrée de fibre. On code les lasers, c'est-à-dire qu'on fait un laser allumé, éteint, 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 allumé, allumé, éteint, éteint, allumé. Ça fait des 1 et des 0. Et en codant comme ça en binaire, eh bien, on peut transmettre des messages. C'est comme ça que fonctionne Internet aujourd'hui. À travers toute la planète, vous avez ici donc une carte qui vous montre eh bien, toutes les fibres optiques qui sont tirées à travers les océans et à travers toute la planète pour pouvoir distribuer le signal Internet à travers toute la planète. Alors, je vous ai dit, il y a deux éléments. Il y a deux éléments qui sont essentiels, qui sont le cœur et la gaine. Il y a un troisième élément qui est la protection. C'est-à-dire que ça, c'est des matériaux qui sont en général très fragiles, ou relativement fragiles. Et eh bien, autour, on va mettre des protections qu'on va blinder. On va mettre des protections en température, on va mettre des protections en pression, de manière à ce que le cœur de la fibre ne subisse pas de dommages. Et donc, en associant comme ça ce qu'on appelle des bundles de fibres, donc un bundle, vous voyez, vous avez une image ici en bas. Ici, chacun des points, c'est une fibre optique, en fait.
Et donc, vous pouvez assembler comme ça un grand nombre de fibres optiques. Et puis ensuite, vous mettez ça sur un bateau et vous allez le tirer à travers l'océan pour relier les continents. Ok, donc ça, c'est une des grosses applications hein, de ce phénomène de réflexion totale. C'est la fibre optique. Donc, il y a ces applications de télécommunication. Il y a une autre application très importante aussi qui est en plein développement actuellement. C'est ce qu'on appelle l'endoscopie. Donc, l'endoscopie, ça consiste à prendre une fibre optique. Donc, vous voyez que la dimension est toute petite. Hein, c'est un quart de millimètre là. Et donc, un quart de millimètre, vous allez pouvoir le rentrer à l'intérieur du corps humain, dans les vaisseaux, dans différents... de manière à pouvoir conduire de la lumière à l'intérieur, éclairer une partie à l'intérieur du corps. Et si vous en faites rentrer une deuxième, eh bien, vous allez pouvoir récupérer la lumière qui se réfléchit à l'intérieur et vous allez pouvoir faire une image. Donc, vous allez pouvoir, sans ouvrir, aller voir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Et grâce à ça, eh bien, aujourd'hui, on est capable de faire des opérations sans avoir besoin d'ouvrir. On peut même faire des opérations à distance. Si vous êtes connecté à Internet, eh bien, vous pouvez à ce moment-là faire une opération depuis l'autre bout de la planète sur quelqu'un dans lequel on a pu introduire des fibres optiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des... Bon, il y a d'autres applications hein, de ces fibres optiques. Ça sert maintenant dans plein de domaines de l'optique. C'est très, très utile. OK. Alors, on va passer à une autre application de ces lois de Descartes. Alors, une autre application, ça va être une application à ce qu'on appelle la spectroscopie, c'est-à-dire la séparation de la lumière dans ses différentes longueurs d'onde. Donc, la première fois que ça a été fait, hein, ça a été fait par Newton, où il a taillé dans un coin de verre. Alors bon, c'était connu depuis l'Antiquité hein, que quand on avait un coin de verre qui était taillé, si on faisait passer de la lumière à l'intérieur, eh bien, ça séparait la lumière dans les différentes couleurs. Mais Newton a été le premier à étudier ça précisément et à montrer certaines propriétés de ça. Alors, donc c'est ce qu'on appelle un prisme. Un prisme, c'est quoi? C'est un coin de verre qu'on découpe avec un certain angle au sommet. D'accord? Vous avez des exemples ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer un des faisceaux par une des faces. Et puis ensuite, il va faire un certain trajet à l'intérieur du prisme et ensuite ressortir par la face de sortie. Donc, faisant ça, eh bien, il va subir ici une déviation. Donc, j'appelle A ici l'angle au sommet du prisme et j'appelle D la déviation du faisceau par rapport à sa direction initiale. Ok, alors on va voir qu'on peut déduire comme ça eh bien, de la mesure de ces deux quantités, de l'angle au sommet et de la déviation, l'indice du matériau, l'indice du prisme. C'est pour ça que ça a été utilisé en fait au départ, pour déterminer les indices des différents matériaux. Alors, pour ça, il faut encore faire un petit peu de géométrie. Alors, ce qu'on va regarder d'abord, c'est ce triangle que j'ai noté 1, 2, 3. D'accord? Donc, je sais que la somme des angles à l'intérieur de ce triangle doit faire 180 degrés. Hein? Donc, du coup, je vais calculer la somme des angles à l'intérieur de ce triangle. Alors, ici, j'ai A. Ici, qu'est-ce que j'ai comme angle? Ici, en fait, ici, j'ai la perpendiculaire hein, à mon côté. Donc, ici, j'ai un angle droit. Et puis, ici, j'ai l'angle de réfraction R. J'ai mon rayon incident qui arrive, qui se réfracte avec un angle R. Autrement dit, l'angle qui est ici, là, à l'intérieur du triangle, eh bien, c'est l'angle droit, donc pi sur 2, moins le R qui est ici. Donc ça, c'est l'angle au point 2. Et puis pour l'angle au point 3,
Ben, en fait, j'ai la même chose, hein. J'ai un angle droit ici. Parce que ici, j'ai de nouveau la perpendiculaire à la surface. J'ai un petit angle R' qui est l'angle d'incidence au point 3. Et donc, l'angle à l'intérieur du triangle ici, eh bien, c'est pi sur 2 moins R'. Donc après, ben, il faut que j'écrive ça. Donc, je vais avoir pi sur 2 moins R plus A plus pi sur 2 moins R'. Alors, vous voyez que je vais avoir pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi. Ça va simplifier avec le pi ici. Et donc, il va me rester A moins R' égale à 0. Ou autrement dit, A est égal à R plus R'. Donc ça, c'est une des relations très importantes à l'intérieur d'un prisme. L'angle de réfraction à l'intérieur du prisme et l'angle d'incidence de l'autre côté, eh bien, la somme de ces deux angles est égale à l'angle au sommet. Ok, alors maintenant, ce que je vais regarder, c'est la déviation de mon faisceau. Comment ce faisceau est dévié à chaque traversée d'interface. Donc, je vais effacer un petit peu ça. Voilà. Alors, en fait, donc ce que je veux regarder, moi, c'est la déviation totale ici, grand D là. D'accord? J'ai un faisceau qui arrive comme ça, dans cette direction-là, et puis il va ressortir dans une autre direction. Ok, donc comment il fait ça? Ben, il arrive ici dans une certaine direction, et donc il va subir une première déviation ici, je vais appeler ça D1. Et puis ensuite, il repart comme ça. Ici, je vais avoir donc une deuxième déviation. Je vais appeler ça D2. Et en fait, vous voyez que la déviation totale, ben, ça va être la somme de D1 plus D2. Ok, donc je peux écrire ça. Alors, comment je calcule D1? Ben, D1, donc c'est l'angle ici entre le faisceau qui est réfracté là et l'angle du faisceau incident. Alors, vous voyez que l'angle du faisceau incident I là, on le retrouve ici. Hein, ici, c'est la normale. La direction du faisceau incident, c'est celle-là. Donc, I, il est ici. Autrement dit, l'angle D' ici, vous voyez que c'est I moins le petit angle R qui est là. Donc, je vais écrire ça, hein, D1, c'est égal à I moins R. OK, pour le deuxième, ben, ce que je cherche, c'est D2, c'est cette déviation-là. Alors, vous voyez que ici, donc j'ai I', et puis R', ben, c'est l'angle entre ici, la normale et le faisceau qui arrive là. Donc, c'est cet angle-là, I'. R', pardon. Donc, du coup, l'angle D2 ici, c'est I' moins R'. D'accord? Donc, D2, ça va être égal à I' moins R'. OK, ben, il me suffit que j'ajoute du coup. Donc, ici, j'ai D, donc ça va être D1, c'est-à-dire I moins R, plus D2, c'est-à-dire, alors ici, je l'ai mis sous la forme moins R' plus I. OK, je peux regrouper les R' ensemble. Ça me fait I plus, il manque un prime ici, I'. Ah oui, puis il est là. Donc I plus I' moins, entre parenthèses, R plus R'. Mais j'ai vu tout à l'heure que R plus R', c'était égal à A. Donc du coup, D, c'est I plus I' moins A. OK, donc ça veut dire que, vous voyez qu'ici, la somme des deux angles I et I', eh ben, c'est égal à la somme de l'angle de déviation et de l'angle au sommet. OK, si je veux aller plus loin, je vais faire une approximation pour simplifier le calcul. C'est possible de le faire sans approximation, mais ça complique un peu. Ici, je vais le faire avec une approximation. Je vais supposer que, eh bien, comme tout à l'heure, je vais avoir des petits angles. Donc, si j'ai un petit angle, ça veut dire que le sinus de I, c'est à peu près égal à I. Le sinus de I', c'est à peu près égal à I'. Donc, si j'injecte ça dans les relations de Descartes, dans les lois de la réfraction, ici, j'ai sinus. Alors, ici, je suppose que je suis dans l'air, hein, donc j'ai N0 égale à 1. Donc, je passe d'un milieu où j'ai un indice de 1. Donc, j'ai sinus de I qui va être égal à N sinus de R.
Ou autrement dit, si je fais l'approximation des petits angles, I est égal à NR. Et puis d'autre part, ici, je vais arriver donc avec un angle R'. Donc j'ai NR' qui va être égal ici à la sortie à simplement sinus I fois N0, mais N0 est égal à 1. Donc j'ai aussi à la sortie I' égale NR'. Et donc du coup, bah, je peux calculer I plus I'. I plus I', ça va être N facteur de R plus R'. Et R plus R', c'est A. Donc I plus I', ça va être simplement NA. Et donc si maintenant je remplace I plus I' dans l'expression que j'ai trouvée tout à l'heure ici, eh bien je vais trouver D, donc c'est I plus I' moins A. Si je remplace I plus I' par NA, ça me fait NA moins A, ça me fait N moins 1 A. Ok, donc ça veut dire que si j'ai des angles d'incidence petits, ça veut dire que j'arrive proche de la normale ici, eh bien vous voyez que je peux, connaissant ici la déviation de mon faisceau, hein, je mesure la déviation D, je connais l'angle au sommet A, eh bien je vais pouvoir déterminer l'indice N de mon matériau. N, ça va être simplement égal à 1 plus le rapport D sur 1. OK. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire varier ici mon angle d'incidence, mon angle de déviation, il va varier aussi. Et en fait, à un certain moment, je vais m'apercevoir que eh bien, cet angle de déviation, il va passer par un minimum de déviation. C'est-à-dire qu'après, si je continue à augmenter I, ben, en fait, cet angle de déviation, il va diminuer. D'accord? Quand j'augmente I au départ, l'angle de déviation diminue. Et puis, quand je continue à augmenter I, l'angle de déviation va se mettre à un moment à réaugmenter. Donc, il y a un moment où je passe par ce qu'on appelle un minimum de déviation. Et donc, c'est plus facile à mesurer, en fait, cet angle, ce minimum de déviation. Parce que justement, si vous observez le faisceau, vous allez voir que le faisceau, il va dans un sens et puis ensuite, il rebrousse chemin. Donc, au point de rebroussement, vous avez une grande précision sur la position de l'angle à laquelle il fait ça. Et donc, vous allez pouvoir écrire qu'à cet angle-là, eh bien, vous avez I qui est égal à I'. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir avoir l'indice N qui va être donné par justement cette relation. Alors, sauf que quand vous augmentez l'angle, il va falloir tenir compte des sinus. Et donc, en fait, la relation, on va dire correcte, quand on n'est pas avec des petits angles, eh bien, c'est que l'indice, ça va être le rapport du sinus de A plus D sur 2 sur le sinus de A sur 2. OK, donc ça permet de déterminer l'indice d'un matériau à partir de la mesure justement de la déviation de ces faisceaux. Alors, ce dont on peut s'apercevoir aussi, c'est que en fait, cet indice de matériau, donc si maintenant vous utilisez différentes couleurs pour éclairer votre prisme, eh bien, vous allez vous apercevoir que en fait, ces différentes couleurs vont être déviées différemment. Donc, si elles sont déviées différemment, hein, ça veut dire que le D ici, il est différent pour différentes couleurs, eh bien, ça veut dire que l'indice, en fait, est différent pour différentes couleurs. En fait, l'indice d'un matériau, ça va varier en fonction de la longueur d'onde du rayonnement avec lequel vous l'éclairez. Hein, pour différentes longueurs d'onde, on va avoir des indices qui vont être différents. Alors bon, ça se comprend en fait, hein, parce que l'indice, finalement, c'est quoi? C'est une mesure de la vitesse de propagation dans le milieu. Et donc, selon que vous avez des grandes longueurs d'onde ou des courtes longueurs d'onde, ça ne va pas interagir pareil avec le milieu. Et il va être plus difficile de faire passer des courtes longueurs d'onde dans un milieu que des grandes longueurs d'onde. Les courtes longueurs d'onde vont plus interagir avec le milieu. Cette propriété-là des matériaux, eh bien, c'est ça qui permet de faire de la spectroscopie. Le fait que l'indice varie avec la longueur d'onde, alors on a même une loi qui permet de modéliser cette variation d'indice avec la longueur d'onde, ce
qu'on appelle la loi de Cauchy. C'est de la forme A plus B sur la longueur d'onde au carré. Donc, vous voyez que ça varie relativement rapidement hein, avec la longueur d'onde en 1 sur lambda carré. Eh bien, c'est ça qui va permettre de séparer les différentes couleurs quand vous avez une source polychromatique. Donc, typiquement, par exemple, le soleil. Hein, si vous prenez le soleil, vous le faites passer à travers un prisme, eh bien, à la sortie, vous allez décomposer toutes ces couleurs. Et vous allez même pouvoir observer que vous avez ce qu'on appelle un spectre solaire dans lequel on va retrouver un certain nombre de raies qui correspondent à des composés chimiques qui sont présents dans le Soleil et qui absorbent sa lumière. C'est comme ça qu'a commencé la spectroscopie, en fait. Et puis aujourd'hui, on a développé la spectroscopie. Alors les prismes aujourd'hui ne sont plus beaucoup utilisés, sauf pour faire des filtres, éventuellement. On utilise plutôt des réseaux qui utilisent d'autres propriétés, qui sont les propriétés ondulatoires de la lumière. Mais néanmoins, c'est parti de là. Alors, en fait, cette décomposition de la lumière, on la voit même de manière naturelle hein, dans la nature. C'est le phénomène qu'on appelle le phénomène d'arc-en-ciel. Le phénomène d'arc-en-ciel, c'est bien celui-là, c'est bien dû à cette lumière du soleil qui passe à travers une interface. Donc ici, l'interface maintenant, c'est entre l'air et l'eau. Et que le passage à travers cette interface eh bien, va faire qu'on va avoir une réfraction des rayons qui va dépendre de la longueur d'onde. Donc on va pouvoir comme ça séparer, lors du passage de l'interface, les couleurs, les différentes couleurs qui sont présentes dans, en général c'est éclairé par le soleil. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que les rayons du soleil vont arriver comme ça, ils vont rentrer à l'intérieur de la goutte d'eau, donc être réfractés une première fois, se réfléchir et être réfractés une seconde fois avant de ressortir ici. Donc en fait, vous apercevrez aussi que quand vous regardez un arc-en-ciel, en fait, vous avez toujours un rideau de pluie devant vous, des nuages hein, avec un rideau de pluie devant vous, et le soleil qui est dans votre dos. Hein, vous ne pouvez pas voir un arc-en-ciel avec le soleil en face. Ce n'est pas possible. Il faut que le rayon lumineux se réfléchisse à l'intérieur des gouttes d'eau pour pouvoir ensuite être réfracté une nouvelle fois et vu sous forme d'un arc-en-ciel. En fait, on va avoir un minimum de déviation qui va correspondre à chacune des couleurs, et c'est ça qui va concentrer la lumière sous forme de ces différentes couleurs. Alors, vous voyez ici, donc on parle d'arc-en-ciel, donc on voit un arc, mais en fait, il y a la moitié de l'arc-en-ciel qui est masquée ici. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit en fait toutes les couleurs qui correspondent à une surface ici sur la sphère. D'accord? C'est toute la surface de la sphère qui correspond à un certain angle ici qui va réémettre ces couleurs de l'arc-en-ciel en les concentrant. Alors bien sûr, en général, il n'y a pas qu'une seule goutte d'eau. Non, il ne faut pas connaître la loi. Enfin, il faut savoir que ça varie en fonction de la longueur d'onde. Après, je ne vous demande pas de la retenir par cœur ni de connaître ses coefficients. Alors parfois, on peut aussi voir un deuxième arc-en-ciel. On le voit un peu ici. Ce deuxième arc-en-ciel, en fait, il est dû à une double réflexion, c'est-à-dire qu'ensuite, ici, après une première réflexion, le faisceau il continue son parcours et il peut être réfléchi une deuxième fois et être ensuite transmis une deuxième fois et former un deuxième arc-en-ciel. Ok, alors je vais terminer sur un dernier phénomène naturel qu'on observe dû à ces lois de Descartes. C'est le phénomène de mirage. Alors, vous avez déjà dû voir, l'été notamment, quand il fait très chaud, eh bien, on peut voir sur la route, par exemple, ce type de choses. C'est-à-dire, si vous regardez les voitures, vous avez l'impression que ces voitures, en fait, se reflètent dans les espèces de flaques d'eau ici, qui se trouvent symétriques par rapport à la position de la voiture.
En fait, vous avez deux images de la voiture. Et cette image-là, eh bien, c'est un mirage. Alors, comment ça se forme, ce type de mirage? Eh bien, ça se forme à cause du gradient de température qui peut exister entre le sol et l'air qu'il y a au-dessus. Quand il fait très chaud l'été, donc les surfaces comme les routes absorbent beaucoup de chaleur, chauffent énormément et deviennent beaucoup plus chauds que l'air qu'il y a au-dessus. Autrement dit, si vous découpez l'atmosphère qu'il y a au-dessus ici en couches d'air, eh bien, les températures des différentes couches vont devenir de plus en plus chaudes au fur et à mesure où vous vous rapprochez du sol. Ok, donc qu'est-ce que ça va avoir comme effet, ça? Ben, ça va avoir comme effet que ça va changer la densité de ces couches d'air. Hein, plus c'est froid, plus l'air est dense. Plus c'est chaud, moins l'air est dense. Or, qu'est-ce qui varie avec la densité? Eh bien, justement, l'indice du matériau. Plus vous avez une densité élevée, plus vous avez un indice élevé. Hein, on l'a bien vu, ça. Quand on passe de l'air à l'eau, par exemple, eh bien, on passe d'un indice qui vaut 1 à un indice qui vaut 1,3. Ou quand on passe de l'eau au verre, on passe d'un indice qui vaut 1,3 à un indice qui vaut 1,5. Donc, effectivement, on imagine bien que plus c'est dense, plus l'indice est élevé. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que les couches d'air qui sont au-dessus, eh bien, vont avoir une densité plus grande, donc un indice plus grand, que les couches d'air qui sont plus proches du sol. Plus vous vous rapprochez du sol, plus l'indice diminue. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, imaginez que vous ayez le soleil qui vient éclairer ici votre véhicule. Alors, il y a bien sûr une partie de la lumière qui est directement renvoyée vers vous. Donc ça, c'est l'image en direct que vous allez voir de cette voiture. Mais il y a aussi une partie qui est renvoyée vers le sol. Or, cette partie vers le sol, comme l'indice ici, il diminue quand on va vers le sol, eh bien, on passe de couches qui ont des indices plus grands à des couches qui ont des indices plus petites. Donc, du coup, le faisceau ici, il va avoir tendance à s'écarter de cette position incidente. Hein, il va avoir un angle qui va être plus grand par rapport à la normale ici. Donc, du coup, ben, l'angle, il va être de plus en plus grand jusqu'à ce qu'on arrive ici à avoir eh bien, un angle critique. Donc, quand on a l'angle critique, on n'a plus de faisceau qui est transmis dans les couches en dessous. On n'a plus qu'une réflexion dans les couches supérieures. Et donc, on voit que le faisceau, ici, il se réfléchit et il va arriver jusqu'à notre œil. Et donc, nous, on va avoir l'impression de voir un faisceau qui provient de cette direction-là. Autrement dit, on va voir une deuxième image ici qui se trouve symétrique par rapport à l'image du dessus. Et donc, c'est ça le phénomène de mirage, en fait. C'est la création d'une image à partir de ce phénomène de réflexion totale sur des couches d'air qui ont des densités différentes. Voilà. Donc, c'est l'heure, 16h30. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours, mais plus sûrement dans 3 semaines pour continuer sur cette optique géométrique. Au revoir, bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Je vous posterai bien sûr la vidéo et les documents comme je l'ai fait la semaine dernière. Au revoir. Au revoir.